C'est bon? Allez, ben, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Moi, je m'appelle Daniel Pisac, je suis d'Asso Systèmes. Vous aurez la présentation, donc vous pourrez avoir mon adresse email et si vous avez des questions à me poser plus tard. Bon, d'Asso Systèmes, évidemment, c'est pas une start-up. On a commencé en 81, moi je les ai rejoints en 99. Mais moi, j'ai commencé la CAO en 83. Donc, en décembre 83, je ferai mes 40 ans de CAO. Mais là, l'idée, c'est pas de parler de CAO, c'est de parler de fabrication additive. Et en particulier, comment on peut éviter les mauvaises pièces quand on fait de la pression 3D, surtout en métal. Il n'y a pas que le métal, hein, on peut rater aussi des pièces polymères, hein, j'en ai vu beaucoup. Quand j'ai vu pas mal de clients de par le monde, hein, un très bon d'impression 3D, il fait 80% de bonnes pièces. Il fait toujours 20% de mauvaises pièces, hein, un très bon. Un débutant, il fait l'inverse. Il fait 20% de bonnes pièces et il fait 80% de mauvaises pièces. Puis en général, c'est 50-50. Parce que le matériau, on n'a pas encore le retour d'expérience en fabrication additive comme on peut l'avoir en fonderie ou en forge ou en plastique. Hein. Il y a 100 ans d'un côté et puis il y a 10 ans de l'autre. Hein. Pour le métal, c'est 10 ans, hein, même moins. Donc, comment on peut essayer d'éviter au maximum d'envoyer la pièce au rebut puis de faire une pièce bonne la première fois. Donc, c'est ça l'idée de ma présentation. Alors, d'Asso Systèmes, on considère que la fabrication additive, c'est une révolution. C'est vraiment une vraie révolution, hein, comme en 1789. Ce n'est pas uniquement un moyen de fabrication qu'on met à côté des autres moyens de fabrication. Ça l'est. Mais comme ça a un impact sur la conception des pièces, la forme des pièces que vous pouvez faire, les matériaux, on peut combiner des matériaux. C'est une vraie révolution. Donc, on a considéré que cette révolution, il fallait la prendre par le bon bout. On n'a pas coupé la tête au roi, donc notre patron Bernard Chalaise, mais on a développé des solutions qui essayent de couvrir tout le procédé de fabrication additive. Ça commence par ce qu'on appelle une marketplace, c'est une plateforme d'intermédiation, où si vous avez besoin d'imprimer une pièce, ben vous allez sur la marketplace, vous allez télécharger, enfin uploader, comme on dit en anglais, la pièce sur cette marketplace. On va vous donner une idée du coût. Et puis vous allez la faire imprimer, et puis l'imprimeur en question, bah, il va vous l'envoyer chez vous à la maison, ou bien chez votre client, si c'est pour un client que vous voulez faire cette démarche. Donc c'est vraiment une plateforme d'intermédiation entre les industriels du secteur. Nous, ce qu'on pense, c'est que la fabrication additive, c'est fondamental, et on voudrait, cette plateforme d'intermédiation voudrait accélérer l'adoption de cette technologie par les industries. Après, comme je vous l'ai dit, on peut combiner des matériaux. Donc, quand on combine des matériaux, pas vraiment en bain de poudre, mais plutôt en direct heat énergie déposition, hein, où on fait fondre la poudre avec une torche ou un laser, mais on peut combiner plusieurs matériaux. Il faut aussi connaître leurs caractéristiques au très très bas niveau, hein, microscopique, alliage, molécules, etc. Donc ça, la plateforme 3D Experience permet de le faire, ce qu'on appelle le in silico material engineering. On a aussi modifié CATIA. Pour essayer de rentrer, c'est ce que je vais vous montrer. On va dans CATIA, pour ceux qui ne sont pas familiers avec CATIA, c'est un logiciel de conception assisté par ordinateur. Hein. Il fait autre chose que ça, il fait aussi du système engineering, mais on a introduit des fonctionnalités qui sont focalisées, fabrication additive. Puis après, dès que vous avez fait votre modèle, vous allez le voir, on peut aller en fabrication, on peut aller préparer la fabrication, qu'elle soit bain de poudre ou bien direct heat énergie déposition ou bien dépôt field. Donc la programmation se fera sur la plateforme, directement sur le modèle CAO, on ne passe pas par un fichier intermédiaire. Et puis si maintenant vous avez des machines chez vous et que vous voulez faire du MES, donc du Manufacturing Execution System, l'ordonnancement, la programmation de vos machines, à côté de vos machines-outils, à côté de vos fraiseuses, à côté de vos découpes-fils, à côté de vos machines à inspecter, ben vous allez pouvoir intégrer ces machines dans nos solutions. Je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, ce n'est pas l'idée. Je vais essayer de me focaliser sur un tout petit point. Ce tout petit point, c'est la partie simulation du procédé, mais qui a besoin en amont, de conception. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur l'optimisation topologique. Hein. Il y a des gens que je vois ici dans la salle qui connaissent ça bien mieux que moi. Mais l'idée quand même, c'est que quand vous faites de l'optimisation topologique, c'est-à-dire quand vous voulez réduire le poids d'une pièce existante pour avoir une pièce plus légère, hein, c'est le grand buzzword du moment, le lightweighting, hein, comme on dit, il faut savoir que dans CATIA, vous pouvez intégrer des contraintes de fabrication. Il n'y a pas uniquement la contrainte sur la pièce de dire elle est maintenue à cet endroit-là, il y a tel effort à cet endroit-là, elle est en titane ou elle est en autres matériaux, mais vous pouvez également introduire des contraintes de fabrication. Donc vous allez pouvoir dire cette pièce elle est usinée en 3 axes, cette pièce elle est extrudée, cette pièce elle est injectée en plastique, cette pièce elle est en fonderie. Mais vous pouvez également dire, c'est ce qu'on va voir ici, que cette pièce sera fabriquée en fabrication additive bain de poudre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer la direction d'impression et le fameux angle qui permet ou pas, enfin qui nécessite ou pas d'avoir des supportages. Hein. Et comme vous le savez, 50% du prix d'une pièce
qui est faite en métal sur une fabrication 3D, ça vient du parachèvement, et en particulier l'enlèvement de ces fameux supportages, hein, qui est très très pénible. Si vous prenez du titane, bonjour, la pince, ça ne suffit pas. C'est parfois des scies électriques, c'est souvent de la découpe-fil, ça peut être des fraiseuses. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, j'ai défini mes cas de charge, mes conditions limites. Hein. Cette pièce-là, c'est un petit bracket, on en trouve partout. Hein. Je vous donne quand même un petit exemple. Ces petites pièces-là, vous prenez une voiture de course ou une voiture F1, il y en a peut-être 200 des pièces. Elles sont parfois toutes petites. Et si vous arrivez à réduire le poids de ne serait-ce que 20 grammes ou 30 grammes les 200 pièces, bah ça y est, vous avez gagné du poids sur le véhicule complet. Et c'est pareil encore à l'échelle plus grande sur un avion. Ou même une machine spéciale. Donc j'ai défini mes conditions limites, voilà la pièce que je veux alléger, mais voilà la particularité de ce qu'on appelle le Design for Additive Manufacturing. Je rentre la fameuse direction d'impression, donc je vais dire que c'est de la fabrication 3D, là, c'est la verticale de l'écran. Je rentre le fameux angle de 40-45 degrés, ça dépend des technologies. Et puis, qu'est-ce que fait Katia? Il essaie de vous trouver une forme qui va être, si possible, auto-supportée, ou le minimum de support, car comme vous le savez, c'est le coût d'enlèvement de support qui est fondamental dans les 50% du prix d'une pièce dans le parachèvement. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Alors, il n'y arrive pas tout le temps, hein, ça dépend des formes, mais au moins, il minimise les supports. Donc ça, c'est une première chose. Alors, ça ne veut pas dire, parce que vous avez fait ça, et parce que vous n'avez pas de support, ou moins de support, que vous avez une pièce bonne, hein. Mais ça, c'est déjà une première réponse. Pour la partie fabrication additive, là, je ne suis plus dans Katia, mais on a des solutions pour piloter ces machines-là, hein, qu'elles soient fusion bain de poudre, que ce soit du direct d'énergie déposition ou du matériel extrusion. On pilote le tout. Et on pilote aussi des machines hybrides qui vont faire peut-être du dépôt de fil et de l'usinage. Ça arrive aussi. La plateforme 3D Experience le permet. Là, je vais parler plutôt de la partie powder bed fabrication. Et la première chose, c'est super important, quand vous voulez assurer que votre pièce, vous allez pouvoir l'imprimer, c'est de vérifier qu'elle est imprimable. Ça paraît tout bête, mais dans Katia, on a un petit outil qui s'appelle Manufacturability Check. Donc je vérifie la manufacturabilité en 3D, je prends ma pièce, j'ai des petits critères. Alors j'ai des critères à la fois pour la fabrication additive bain de poudre, mais aussi pour l'usinage, parce que parfois la pièce, il faut faire le parachèvement en usinage, hein. Donc on peut cumuler les deux. Vous voyez ici à l'écran que j'ai les critères pour la fabrication additive et les critères pour l'usinage. Ça paraît tout bête, mais un dessinateur qui n'est pas forcément familier avec les contraintes liées à la fabrication additive, il peut vérifier sa pièce très rapidement. Alors ça veut dire quoi les vérifications? C'est des épaisseurs, c'est des distances face-face, c'est des trous, c'est des cavités. Il peut y avoir des cavités à l'intérieur. Si vous avez des cavités, vous avez pas, la poudre elle va rester à l'intérieur, c'est pas forcément intéressant. Donc vous voyez, vous avez des petits checks, il y a un petit guide là, qui vous dit ce que ça fait, et il vous vérifie votre pièce. Il va vous dire même sur l'arbre de spécification du modèle, si c'est un modèle paramétré, où sont les features qui correspondent, vous allez les modifier. C'est tout simple, mais c'est super pratique. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'au tout début, un paramètre important, c'est la taille de la chambre, hein. Si vous voulez faire une grosse pièce dans une machine qui est petite, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez peut-être la couper en deux et après la souder, hein, ça arrive, hein. Je connais des clients qui font ça, mais au moins vous le savez. Et puis il y a des critères beaucoup plus simples, comme par exemple les cavités à l'intérieur. C'est une erreur de design, hein. La personne qui a fait une cavité à l'intérieur de cette pièce-là, c'est une erreur de design, mais ça arrive, hein. Les erreurs sont humaines. Et puis après, on vérifie la longueur des trous. Tous ces paramètres sont liés aux machines, hein. Ça dépend des machines, ce n'est pas les mêmes critères, hein. Et un qui est super important, même pour un designer, je ne sais pas pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut faire une analyse, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Je prends ma pièce et j'essaie de trouver la meilleure orientation possible de cette pièce dans la chambre. Un des critères qui est fondamental pour éviter les distorsions, c'est des gradients trop importants dans l'air d'une couche à l'autre, l'air qu'on vient brûler. Si on passe d'une grosse couche à un tout petit point, le gradient d'air est énorme et ça va tordre, d'accord? Et là, c'est un petit outil qui permet au dessinateur de vérifier ça. Il dit voilà ma pièce, le système m'a dit tiens, ça c'est la meilleure position possible. Est-ce que vous voyez ici le graphe là? C'est dans la verticale, couche par couche, l'air, et vous voyez les changements d'air. Donc là, c'est assez cool, là, ça fait presque un demi-cercle, c'est pas mal. Ce qu'il faudrait éviter, c'est des grosses variations. Et au moins ça peut aider le dessinateur à faire des pièces qui seront manufacturables au moindre coût et bonnes du premier coup, d'accord? Alors maintenant, on va passer dans l'aspect simulation. On a 3 types de simulation dans la plateforme, dans 3D Experience Plateforme. Alors, le premier, il est tout bête, c'est pour l'opérateur au pied de la machine. C'est pas un ingénieur, c'est pas un super cadre du calcul d'éléments fini. Il veut seulement vérifier quelles sont les tendances. Qu'est-ce qui va se passer quand il va imprimer la pièce?
Donc c'est facile à utiliser, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur la même petite pièce là, j'aime pas les logos, ça prend toujours un peu de temps pour arriver à l'écran, mais c'est pas grave. Ça s'appelle Distortion Shaker. C'est pas pour des spécialistes éléments finis, hein. C'est vraiment pour l'opérateur de la machine ou un dessinateur, hein. Donc vous avez votre pièce, vous l'avez positionnée sur votre plateau. Et en fait, très rapidement, vous allez choisir un matériau, ça c'est important, hein, parce que les distorsions sont liées aux matériaux. Vous pouvez définir alors, ce qu'on appelle les déformations inhérentes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas comment se comporte le matériau, on va imprimer des coupons avec différentes stratégies de lasage. On va les imprimer, on va mesurer les déformations sur la ligne neutre la plus haute de la pièce, du coupon. On va vérifier de combien elle se déforme. Et cette déformation, ça nous permet de définir un tenseur de déformation, hein, avec 9 valeurs qui disent, ben voilà, si j'imprime, je sais que ça va bomber comme ça ou bomber comme ça, etc. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Et maintenant, l'idée toute bête, c'est que vous allez appliquer sur une grosse pièce les mêmes valeurs que celles que vous avez trouvées sur les coupons et que vous avez calibrées physiquement, mesurées physiquement sur la pièce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les déformations inhérentes. Nous, on appelle ça Eigenstrain, c'est le mot anglais, hein. Strain, c'est déformation. Et donc, vous pouvez ou pas avoir défini la stratégie de lasage, ce n'est pas obligatoire, sinon vous en choisissez une. Si on a la stratégie de lasage, on a un peu plus d'informations parce qu'on a également le temps d'impression. Parce que si vous allez vite ou si vous n'allez pas vite, il n'y a pas les mêmes déformations. Généralement, si vous allez vite, il y a un peu plus de déformations que si vous n'allez pas vite. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, un opérateur, il ne sait peut-être pas le temps d'impression. On est quand même au tout début, hein, de la préparation de la fabrication additive. Donc, il fait ça. Et puis ensuite, on fait un maillage très basique, voxel, hein, c'est-à-dire des éléments cubiques. Donc, pas trop précis, mais c'est pas grave parce qu'on va aller vite, hein. Ça prend 1 minute ou 2. Et en 1 minute ou 2, bah, vous avez une idée assez intéressante de ce qui va se passer pendant l'impression, de vérifier qu'il n'y a pas des déformations qui sont inacceptables, que vous n'allez pas rattraper en parachèvement, parce que parfois il y en a, la pièce se déforme, puis en usinage, vous les rattrapez, hein, ces petites erreurs-là, hein, d'accord? Donc ça c'est intéressant. Pour l'opérateur, de ce qu'on appelle le distortion checker. C'est facile à utiliser, ça va vite, ça ne va pas vous donner des choses super précises, mais ça donne des super tendances. Et l'opérateur va modifier les paramètres de sa machine, voire dire au designer, rajoute-moi un renfort, ou ton épaisseur, c'est pas bon, il y a un flambement qui n'est pas intéressant. D'accord? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on vient de la voir à l'instant, donc c'est un truc facile à utiliser pour les opérateurs. On a quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, c'est plus, on va vraiment dire, pour des analystes, hein, des spécialistes du calcul élément fini. Hein. Je ne veux pas vous mentir, là, il faut connaître un petit peu le calcul élément fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On fait une vraie analyse thermomécanique. Ça veut dire quoi? Bon, on va regarder étape par étape. Ça veut dire d'abord qu'il faut préparer le setup. On peut faire aussi, le spécialiste élément fini peut faire aussi de l'Eigenstrain. Hein. Seulement, lui va peut-être faire des éléments finis beaucoup plus fins, des coques, des tétras, d'autres choses plus fines en fonction de ce qu'il a à faire. On peut faire ce qu'on appelle pattern-based thermomechanical. Donc, ce qui est important quand on fait un calcul, c'est de simuler ce qui se passe sur la machine. Qu'est-ce qui se passe sur la machine? En fait, on amène de l'énergie sur de la matière. La matière, c'est la poudre. Et la manière dont on amène l'énergie peut varier d'un système à l'autre. Hein. Si vous prenez une machine HP, c'est des flashs qui sont sur un carré. L'énergie est arrivée sur un carré. C'est presque comme des pixels. Et on allume flash par flash. Et ça, il faut le programmer. Sur une machine poudre, c'est plus facile. Hein. C'est un laser. C'est un peu comme une commande numérique. Ça passe d'un point à un autre. À chaque point, ça amène une autre quantité d'énergie et ça va à une certaine vitesse pour passer d'un point à l'autre. Donc, si vous voulez avoir toute cette trajectoire, la longueur complète, exactement là où le laser va passer, vous prenez le modèle séquentiel parce qu'on va d'un événement à un autre, d'un point à un autre, à une vitesse donnée, avec un apport d'énergie donné. Ça, on fait des choses très précises, vous allez le voir. Mais si vous voulez très vite, mais quand même avoir une bonne idée de ce qui se passe thermomécaniquement, pas uniquement une tendance, quelque chose de très précis, vous pouvez utiliser le pattern base. Donc vous choisissez la manière dont vous avez lasé, par exemple un damier ou bien un contournage, et puis vous espérez que vous avez le bon résultat. Vous pouvez également calibrer, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, quand on fait du calcul élément fini en particulier, quand on compare par rapport à des tests physiques, il faut toujours calibrer. Et on a un outil pour calibrer tout ça, pour vérifier que ce qu'on a simulé, ça correspond à la réalité. Alors, on peut également faire du thermomechanical pour la partie FDM, hein, donc si vous avez des grosses pièces que vous faites en WAM, Wire Arc Additive Manufacturing, vous allez pouvoir vérifier, souvent les grosses pièces, vous savez ce qui se passe, et à la fin, elles se soulèvent. Donc vous pourrez éviter ce genre de problème. Donc maintenant, le post-processing, on peut faire la simulation sur un batch, hein, pas uniquement sur une pièce donnée. Vous pouvez avoir plein de pièces différentes. Et bien évidemment, toutes les pièces ne vont pas se déformer de la même manière, ça vous pouvez le simuler.
Vous allez pouvoir également vérifier ce qui se passe quand vous allez enlever la pièce du support, avec par exemple de la découpe fil. Parce que quand on enlève les pièces de support, en fait, on découpe ces fameux cantilevers là, et ça crée des distorsions, en particulier au bout là. Généralement, ça casse. Donc, vous pouvez simuler ce qui se passe quand vous faites ça, en évitant les casses. Après, je vous dirai comment éviter les casses. On peut faire aussi du traitement thermique, parce que souvent, on prend la pièce, on la sort de la chambre, on la met en traitement thermique pendant 24 heures à 600 degrés. Et elle est toujours sur son plateau d'ailleurs. Et puis, les contraintes résiduelles, on essaie de les éliminer. Il y en a toujours, c'est pour ça que quand on va enlever le supportage, il peut y avoir des cracks qui vont générer. Et donc vous avez une idée du stress. Ce qui est important, c'est qu'on a une cartographie du stress après la pression, après le traitement thermique, si vous en faites. Et après, parce que c'est ça qui est important, c'est est-ce que la pièce va tenir? Alors, il y a des contraintes résiduelles à l'intérieur, et est-ce que la pièce va tenir? Ça, on peut le faire également parce qu'on a toute l'histoire et on peut vérifier que tout se passe bien quand la pièce est en service. Donc finalement, l'optimisation, c'est quoi? Vous avez une machine, là c'est une Add-Up, la forme Up 350. J'ai une géométrie, c'est un petit cantilever, il n'y a rien de particulier. Je peux changer ou optimiser les paramètres de la machine, la géométrie de la pièce, la paramétrie, la matière, et essayer d'optimiser pour être sûr qu'à la fin, j'ai une déformation qui soit acceptable. Et parfois, je ne peux pas, vous allez voir, des fois, on ne peut pas. Ça, c'est une première chose, donc ça, c'est important. La seconde chose, c'est que même si on ne peut pas, on a quand même un moyen, c'est un moyen que tout le monde connaît, en particulier les emboutisseurs. Il y a le retour élastique. Comment je fais pour éviter un retour élastique sur une pièce que j'emboutis? Je fais une pièce fausse, qu'on appelle un outil faux, qui va permettre de créer la pièce bonne, et le retour élastique va être compensé. C'est exactement ce qui se passe aussi en fabrication additive. Il y a un peu aussi en injection à sous pression ou bien injection plastique. La pièce se déforme. En anglais, c'est le shrinkage. Donc, elle se rétrécit, et le warpage, elle se tord. Donc, on peut compenser toutes ces déformations. Et l'idée toute bête, c'est qu'on évalue, on fait la simulation de la distorsion, on la connaît, et puis on va faire une pièce fausse, c'est-à-dire qu'on va aller déformer le solide exact, dans ce cas-là, dans l'autre sens, pour faire une pièce fausse qui, une fois imprimée, sera bonne. Ça marche très très bien, ça. Ça marche très très bien. Si maintenant vous n'êtes pas sûr de votre simulation, c'est un nouveau matériau, une nouvelle machine, une nouvelle géométrie, vous faites une première pièce, elle ne sera pas bonne. C'est pas grave, vous allez la scanner avec un laser ou avec une photogrammétrie, vous allez importer le scan dans CATIA, et dans CATIA, au lieu d'avoir un résultat de calcul, vous avez le scan de la vraie pièce et vous faites exactement la même chose. Ça marche aussi très 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 bien. Pour finir, on peut aller très très loin, c'est la différence entre l'Eigenstrain et le thermomécanique. Vous pouvez avoir une idée du bain de fusion, de savoir si toute la matière a bien été fondue, s'il n'y a pas des petits résidus qui n'ont pas été fondus. On peut avoir une idée des transformations de phase qui apparaissent. On peut aller très 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 loin dans la métallurgie de ce qui se passe sur la pièce. Encore une fois, tout le monde ne fait pas ça, mais sachez que la plateforme, le 3D Experience Platform, permet d'aller du truc très simple pour l'opérateur à un truc beaucoup plus sophistiqué pour aller très très loin dans la métallurgie de la pièce. Parfois, ça vaut le coup de le faire. Et pour finir, une toute petite vidéo qui vous montre comment on fait ça avec la plateforme et comment on fait des pièces bonnes. Et ça sera la fin de ma présentation. J'espère que je suis dans les temps. Ouais, c'est bien. Ça fait 7 minutes, mais je vais l'accélérer pour être à 55. Maintenant, c'est bon, 48 et 7, 55, c'est parfait. Donc ça, c'est la pièce. La première chose qu'on fait quand on reçoit une pièce comme ça et que je suis à l'atelier, la première chose que je fais, c'est que je vais copier la pièce en tant que résultat, parce que je n'ai pas le droit de modifier. Ça, c'est la pièce BE. Moi, je n'ai pas le droit de la modifier. Donc, je vais la copier parce que moi, je veux la modifier. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais rajouter des surépaisseurs. Je veux diminuer des perçages, parce que le perçage, j'arriverai jamais à l'avoir en fabrication additive, donc je vais l'avoir en conventionnel avec la commande numérique pour faire le perçage. Donc je modifie la pièce. Et comme je n'ai pas le droit de modifier la pièce du BE, j'en fais une copie, mais qui garde un lien, c'est-à-dire que si jamais la pièce change, eh bien je serai averti et les modifications se mettront à jour automatiquement. Ça, c'est aussi la beauté de la plateforme. N'oubliez pas, on travaille sur un modèle CAO exact, pas sur un fichier triangulé. Hop, donc ensuite, j'ai modifié ma pièce. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer à préparer ma fabrication additive. La beauté également de la plateforme, c'est que vous pouvez sélectionner des machines. Et les machines, elles ne viennent pas pour le fun uniquement avec le 3D, mais elles viennent aussi avec la dimension de la chambre, les dimensions du plateau, la position du ricoteur, comment on appelle ça le ricoteur, du racleur, la position où arrive le gaz, c'est important. Et donc, on a toutes ces caractéristiques-là. Et on a également la possibilité de mettre des programmations de machines. C'est-à-dire que
Quand c'est de l'aluminium, on peut déjà tout prédéfinir. Quand c'est du titane, tout prédéfinir. Quand c'est de l'inconel, tout prédéfinir. Quand c'est de l'acier inoxydable, tout prédéfinir. Si bien que l'opérateur à l'atelier, il n'a que très peu de choses à faire et il fait surtout du reuse de règles. D'accord ? C'est ce qui est fait ici. On a choisi des règles en fonction de la matière, en fonction de la pièce. Donc on positionne la pièce sur le plateau, ça c'est pas le plus sexy, hein, mais là comme on l'avait prévu, pour être imprimé comme ça, on ne va pas changer sa position, hein, c'est l'orientation qui a été prévue en optimisation topologique. On va calculer le supportage, donc on a plein de stratégies de supportage, qui se calculent directement sur le modèle CAO, encore une fois pas sur un modèle TCD ou STL. Là où on a fait un peu de perforation pour enlever la poudre, on peut également segmenter les supports pour les enlever plus facilement à la pince, hein. D'enlever un gros bloc, c'est plus dur. Donc tout ça, c'est fait sur la plateforme, directement sur le modèle CAO. Puis après, on va faire, pourquoi pas, une fois on va faire la trajectoire, c'est-à-dire qu'on va couper la pièce par des plans, ce qu'on appelle le slicing, hein, mais on peut également définir la trajectoire. On n'est pas obligé, hein, parce que parfois, vous prenez des trajectoires qui sont prédéfinies sur la machine, mais on peut le faire. C'est comme en usinage, on définit les parcours d'outils, là où on est en vitesse d'avance, là on est en vitesse de coupe, la vitesse hors coupe, donc c'est exactement la même chose. Et après, vous allez envoyer ça à la machine, mais avant, vous allez d'abord faire une simulation. Donc, je vais essayer de simuler tout ça. Là, je vais faire un truc thermomécanique, mais quand même basé sur de l'Eigenstrain. Vous allez voir. Je vais faire une chose plus compliquée, pas pour l'opérateur classique de machine de fabrication additive, plutôt pour un spécialiste, parce que je vais vouloir faire des maillages un petit peu différents sur le plateau. Parce que le plateau, il absorbe l'énergie aussi, hein, et la température. Hein. Donc, je vais faire des mailles un peu plus spécialisées sur le plateau. Sur la pièce, ça sera des maillages différents. Sur les supports, ça sera des maillages différents, des modèles éléments finis différents, pour être un peu plus précis. Je choisis ma librairie d'Eigenstrain et je lance le calcul. Voilà. Vous voyez, on a vraiment des maillages différents. Hein. C'est ça la valeur ajoutée du stress analyst. Il sait quel est le meilleur modèle élément fini qu'il faut utiliser en fonction de la nature de la pièce. Et puis là, on voit aussi les distorsions. Et ces fameuses distorsions, qui arrivent dues aux contraintes résiduelles et aux différents gradients de température, eh bien, on va pouvoir les récupérer. Voilà. On va pouvoir aussi simuler l'enlèvement des supports, hein, qui souvent sont un petit peu critiques. Et puis voilà, alors ce que vous voyez un petit peu maintenant là, hop, je vais aller un peu plus vite. Voilà, ça c'est le fichier de déplacement, c'est-à-dire qu'on sait que chaque nœud du maillage, cette fois on a fait un maillage, hein, parce que c'est des calculs éléments finis, mais sur le modèle CAO, il va se déplacer à tel endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce fichier de déplacement, mais déformer la pièce dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce point qui est là, il va aller exactement de l'autre côté. Alors, c'est pas exactement. Ça peut être -1, mais ça peut être -0,9, -8. Ça aussi, vous pouvez l'optimiser en fonction de calculs que vous faites. Donc là, je vais intégrer le modèle, je vais modifier mon modèle CAO pour qu'il match, comme on dit en anglais, cette contre-déformation. Vous allez voir la différence. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le modèle CAO là, qui est sur le plateau, il est sur le plateau. Ce n'est pas le même référentiel que le modèle CAO qui souvent est dans le repère du produit que vous faites, hein, dans le véhicule. Donc c'est pour ça qu'il y a un changement de repère à faire, mais ça c'est fait automatiquement par la plateforme. Hop. Voilà. Et puis maintenant, on fait le fameux shape morphing. Là. Et puis vous voyez en bleu la pièce qui est contre-déformée et en gris la pièce originale. Et maintenant, ça c'est la beauté de la plateforme, je vais simplement dire substitue la pièce grise dans tout mon process par la pièce bleue, recalcule les supports, refait la simulation, et on pourrait même vérifier qu'après simulation, la pièce qu'on obtient match la pièce de départ. Maintenant, si on fait de la production de masse, et là, le débat est ouvert, hein, il faut savoir que si on met maintenant cette pièce-là, on veut l'imprimer sur le plateau 9 fois, bon, on a des facilités pour faire de l'imbrication 2D, mais même 3D si c'est du polymère, hein, là c'est du métal, on va le faire en 2D, c'est assez facile. On peut rajouter des petits labels, parce que chaque pièce est différente, hein, donc on va mettre le item number sur chacune des pièces. On ne va pas le faire sur la CAO, on va le faire cette fois sur le modèle de fabrication, d'accord ? Donc vous allez avoir une petite étiquette qui va dire pièce 1002, pièce 10003. Il y a une incrémentation automatique du labelling, du label de la pièce. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Bon, là, on refait le supportage, simplement en appliquant la même stratégie que sur la pièce qu'on avait fait au départ. Et puis on va pouvoir faire le slicing et l'imprimer et l'envoyer sur la machine. La vraie question qu'on peut se poser, c'est que quand on fait ça, en vrai, toutes les pièces sont déformées différemment. Parce qu'en fonction de la position de la pièce sur le plateau, c'est pas la même chose. Celle qui est à l'extrémité du gaz et du ricoteur, elle est peut-être moins protégée parce qu'elle va récupérer pas mal de choses, enfin, les projections des autres pièces qui sont en train de se faire. Mais souvent, quand c'est des pièces identiques,
c'est souvent rattrapable. Donc, il ne faut pas faire de la simulation pour de la simulation. Il faut prendre le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour valider votre pièce bonne. Donc là on ne va pas faire la contre-déformation sur toutes les pièces différemment, comme on aurait pu le faire. On va utiliser la même contre-déformation sur chacune des pièces. Et puis, vous avez à la fin le lasage et la pièce qui est finie. Et je suis dans les temps. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre maintenant ou tout à l'heure. Je suis là aujourd'hui pendant l'APS Meeting.